Les premiers chiffres qui ont été communiqués par le gouvernement font état de 200 000 manifestants pour la matinée. Est-ce que vous avez d'autres chiffres? Est-ce que vous êtes satisfaite déjà de cette première mobilisation? En général, je prends le chiffre du gouvernement et je le multiplie par 2. Donc je suis très satisfaite par ces 400 000 manifestants de ce matin. On attend quand même sur la journée des niveaux équivalents à la réforme des retraites de 2023. Donc c'est quand même un grand rendez-vous. Le fait que tous les syndicats soient réunis en intersyndicale veut dire beaucoup. Le fait que tous les partis politiques progressistes aient appelé à cette manifestation également. Et donc oui, c'est un grand jour. Et le succès de cette manifestation n'est pas juste un succès de nous en termes de mobilisation. Ce que ça veut dire, c'est que les Français ont décidé de relever la tête et de se battre pour leur dignité. Pour une raison bien simple, c'est que le pacte social est au bord de la crise de nerfs, mais pour des raisons évidentes qui ne sont plus contestables. Cette année, on a franchi le niveau record de 9,8 millions de personnes pauvres dans ce pays. 57% des Français connaissent au moins une personne pauvre dans leur entourage. C'est 42% des Français qui gagnent le SMIC ou moins qui déjà en 2023, donc ça a augmenté depuis, disaient se priver d'au moins un repas par jour pour raisons financières. C'est là qu'on en est. Et pendant ce temps-là, donc on a des chiffres de pauvreté records depuis 30 ans. Et quand on regarde ces 30 dernières années, eh bien, les 500 plus grosses fortunes de ce pays ont vu leur fortune multipliée par 14 en 30 ans. Et les 10 familles les plus riches, leur fortune multipliée par 24. Et donc, vous voyez bien qu'on est arrivé à un niveau d'inégalité qui n'a jamais été autant creusé. Et donc, on ne comprend pas pourquoi c'est si compliqué d'aborder des sujets comme la taxe Zuckman, qui devrait être une évidence pour tout le monde. Et quand on le fait, on entend certains sur les plateaux télé, qu'ils soient politiques ou éditorialistes, pas tout le monde, mais certains, nous dire « mais vous vous rendez compte, les très riches, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont accepter? Comment ils vont le prendre? Ça va être quand même très compliqué. » Et donc on entend beaucoup de raisons nous expliquer que c'est compliqué, qu'ils peuvent mal le vivre, que tout ça. Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est que ces mêmes personnes, je ne les ai pas entendues trouver que ça pourrait être compliqué pour les chômeurs, par exemple, de revoir leur assurance maladie et leur assurance chômage, vraiment de manière hyper cynique et qui a eu des conséquences délétères. Quand on a baissé de 5 € les APL par mois pour les bénéficiaires de l'aide au logement, donc encore une fois les plus vulnérables de ce pays, je n'ai pas entendu ces mêmes éditorialistes, ces mêmes politiques dire « mais est-ce que les bénéficiaires de l'APL vont bien le prendre? Comment vont-ils le vivre ?» Là, ça ne les intéressait pas. Et donc, j'ai l'impression qu'être très très riche est vraiment bien dans ce pays, déjà parce que vous avez beaucoup d'argent, mais en plus, parce que vous trouverez toujours des gens pour vous défendre, même quand c'est indéfendable. On dit, mais si on leur prend 2% de leur patrimoine, comment ils vont s'en sortir? Leur patrimoine leur apporte 10% par an en moyenne. Donc normalement, ça va bien se passer. Et s'il y a des exceptions, les dispositifs, Bercy sont très forts pour ça, pour trouver des dispositifs qui ne sont pas simplistes. On peut toujours trouver des adaptations s'il y a des choses vraiment injustes. Et croyez-nous, nous sommes de gauche et écologistes, nous le ferons. Donc sur la taxe Zuckman, on ne comprend pas pourquoi c'est si compliqué. Nous avons eu l'occasion de rappeler à M. Lecornu hier dans son bureau que 92%, non pas des Français, mais des électeurs de Renaissance étaient pour cette mesure. 92% de leurs propres électeurs sont pour cette mesure. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses là-dessus. Et j'attire aussi votre attention sur un autre sujet qu'il faudra traiter, parce qu'on parle beaucoup de la taxe Zuckman. Et c'est très bien, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie en tant qu'écolo à le mettre sur la table, à le faire adopter à l'Assemblée. Je pense que Léa, tu reviendras là-dessus. Donc maintenant, on va s'attaquer aussi à d'autres sujets, maintenant que celui-là est lancé. Les aides aux entreprises. Vous vous rappelez que quand je suis allée au MEDEF, j'ai été sifflée pour avoir dit qu'il allait falloir regarder les aides aux entreprises dans ce pays. Un livre, Le Grand Détournement, de 2 collègues du Nouvel Observateur qui sont extrêmement sérieux. Je crois que vous travaillez au Nouvel Observateur. Ils chiffrent à 270 milliards par an les aides aux entreprises. Et personne ne sait dire exactement qui, quand, où, comment, sur quels critères. Personne. 270 milliards par an. Un rapport Gay au Sénat a souligné les mêmes problèmes et Bercy semble également très embêté à se dire qu'ils ont du mal à justifier les critères, à qui ça profite, est-ce que tout le monde en a vraiment besoin. Quand on regarde, je crois que c'est 347 millions pour LVMH en une seule année. LVMH, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Je ne suis pas sûre, je connais plein de gens qui en ont plus besoin. Et donc on se rend compte que l'argent public est rare dans ce pays. On nous dit qu'il faut faire des économies, faire attention, surtout, mais sur les aides aux entreprises, ça reste open bar. Et donc je ne suis pas d'accord avec ça. Et si au MEDEF, ils avaient commencé à me siffler quand j'ai fait le début de l'explication, quand je suis arrivée vers la fin en disant « mais ça vous choque pas, vous, l'argent public, qu'on ne fasse pas attention ?» Vous dites qu'il faut toujours faire très attention. Et ça vous choque pas que les grosses entreprises soient parfois plus aidées que des petites, comme sur la PAC d'ailleurs avec l'agriculture. Et donc, mais ça va très bien, ils ne vont pas nous rouler dessus, vous inquiétez pas. Et donc, je trouve qu'il y a quand même des arguments 2 poids 2 mesures qu'on veut mettre en avant. Et j'ai vu que dans le cabinet de M. Lecornu, ils s'interrogeaient eux-mêmes.
hier sur ce sujet des entreprises en disant oui mais il faut juste voir comment on l'aborde avec le MEDEF. J'ai dit écoutez, j'ai commencé le travail, donc on vous laisse continuer, on a testé pour vous et on voit bien que même ça, ils ne peuvent pas complètement dire que c'est pas un sujet. Donc on a vraiment une bataille culturelle à mener, ça va être extrêmement difficile, mais on sait que chaque personne qui manifeste aujourd'hui dans la rue va compter. Ce gouvernement est en train d'essayer de résoudre une équation. Pour l'instant, ils n'ont pas la solution, mais on sait qu'ils sont en train de faire les calculs. Et ben, on va les aider dans leurs calculs à montrer combien de personnes est dans la rue. C'est maintenant que vous faites écraser, donc je propose qu'on se avance précisément maintenant. Le budget va être discuté à partir d'octobre au Parlement. Si tout va bien. Attendez, là, vous allez nous écraser. Octobre, un abribus. Qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce qu'il faut d'autres journées de mobilisation, des grèves reconductives? Qu'est-ce qui doit se passer entre maintenant et les discussions au Parlement? Léa. Vous savez, je crois que cette journée de mobilisation, en fait, c'est un peu une continuité d'une colère qui s'exprime dans le pays. Elle a commencé cet été avec les 2 millions de signatures contre une loi Duplon qui empoisonne la santé. Et heureusement, la question de la réintroduction d'un pesticide a été censurée par le Conseil constitutionnel, mais certains veulent y revenir désormais. On a 2 millions de personnes qui ont signé pour protéger notre santé. On a la question de la mobilisation du 10. Aujourd'hui, une mobilisation intersyndicale qui est soutenue par l'ensemble des forces politiques. Donc, en réalité, on va avoir une continuité de la mobilisation. Le 11 octobre, tout le mouvement associatif se mobilise parce que le mouvement associatif, c'est des millions de bénévoles qui font tenir le pays debout et pour lesquels les services qui sont rendus se dégradent parce que les moyens sont de plus en plus bas. Et on leur demande beaucoup de contrepartie aux associations, de rendre des bilans, et c'est normal, de justifier chaque euro qui est dépensé. Et pour les entreprises, c'est 270 milliards d'aides qui sont données sans aucune contrepartie, sans aucune justification sur l'argent qui est donné. Donc il faut une mobilisation permanente jusqu'à début octobre. Mais oui. En fait, la mobilisation, elle existe déjà dans le cœur des Françaises et des Français. Elle existe dans l'organisation en réalité, dans toutes les entreprises, de ces salariés qui en ont marre que leurs conditions de travail se dégradent, qui en ont marre de voir leurs conditions de vie ne pas s'améliorer. On le voit dans la question des associations, on le voit pour les associations qui viennent en aide aux migrants qui sont maltraités, humainement dégradés aux frontières de la France. Donc en réalité, la mobilisation, elle existe, elle n'a pas commencé juste depuis ces dernières semaines. Cette colère, elle provient depuis 2022, elle s'est aussi concrétisée dans un espoir en 2024 lorsque le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Et donc en réalité, nous sommes en mobilisation permanente depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Et ça aurait pu être des mobilisations de soutien à un gouvernement de gauche et écologiste que nous on avait appelé à ces manifestations avant même de savoir si on serait nommé ou pas. Et si un député, un parlementaire ou une personnalité politique de gauche ou écologiste avait été nommé à Matignon, ça aurait été des manifestations d'enthousiasme, d'élan, d'espoir. Donc là, il y a plein de manifestations qui sont organisées. Je précise aussi qu'il y a une manifestation des agriculteurs qui s'organise. Et nous l'avons dit hier à Matignon, si c'est pour manifester contre ce qui se passe d'aberrant sur le Mercosur, on sera à leur côté. Parce que sur le Mercosur, qui est un sujet où nous on se bat depuis des décennies, c'est très clair pour nous, et où le gouvernement avait in fine du bout des lèvres, mais avec beaucoup de virilisme de la part d'Emmanuel Macron, dit que ça passerait pas, faudrait lui passer sur le corps en gros. Et bien là, finalement, qu'est-ce qui se passe? Le Mercosur va se faire en catimini. Ils ne sont capables de rien arrêter sur ce dossier. Et les agriculteurs se retournent vers nous en disant bonjour les écolos, vous là-dessus on sait que vous êtes sûrs et fiables, est-ce que vous pouvez nous aider? Et bien vous savez quoi, on sera là. La préfecture de police craint aujourd'hui la présence de casseurs, la présence de Black Bloc. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui seraient tentés par la violence aujourd'hui? Qu'il n'y a que ça qu'attend le futur ex-ministre de l'Intérieur qui déjà depuis ce matin a l'air d'attendre avec impatience la moindre cagette qui brûlera dans cette manif. Et donc je le dis, pour donner la meilleure image de ce mouvement possible, eh bien, il faut qu'elle soit la plus pacifique possible et tout ce qui va dans un sens différent desservira la cause. Vous avez vu Sébastien Lecornu hier, vous pensez qu'il va être très attentif? Vous êtes bien informé. Vous pensez qu'il va être très attentif à l'ampleur de la manifestation? Ça va être un poids dans oui. la négociation? Mais vraiment, M. Lecornu nous a fait part de beaucoup d'intentions hier, encore assez floues, mais bon, il a jusqu'à octobre pour trouver des solutions. Donc je vois bien que tant qu'il n'avance pas avec son propre camp, c'est compliqué d'être très clair sur ce qu'il peut proposer aux autres. Mais il est sur des intentions, mais on voit bien que sur son équation, elle est assez insoluble. Puisque plus il va devoir aller chercher M. Retailleau, Mme Dati, Mme Vatrin, M. Darmanin, plus il va aller dans une direction qui ne peut pas nous satisfaire. Donc en réalité, les mêmes causes continueront d'entraîner les mêmes conséquences. Et donc dans son calcul, puisqu'il est dans nos calculs, chaque élément compte.
dont chaque manifestant qui sera dans la rue aujourd'hui. Si vous avez une manifestation avec 10 000 personnes, c'est pas pareil que 200 000 personnes annoncées ce matin par le gouvernement, donc 400 000, et c'est pas pareil que le nombre de manifestants qui sera là cet après-midi. Donc oui, je pense qu'ils écoutent très attentivement et qu'une manifestation de l'intersyndicale aujourd'hui, plus une des agriculteurs demain, plus j'ai vu que même le MEDEF maintenant voulait manifester, bon bah c'est très bien, vous voyez, il y a le pays est en manifestation totale et multilatérale. Peut-être que c'est le moment de reconsidérer les choses. C'est objectif 1 million aujourd'hui? Vous savez, les chiffres des manifs, on n'a jamais les vrais à la fin, donc ça ne sert à rien de fixer d'objectifs. Ce que je vois, déjà là on voit beaucoup de police derrière vous, donc vous parlez beaucoup des casseurs. Moi pour l'instant j'ai vu que des manifestants et des policiers, donc tout va bien. Et vraiment, je suis, parce que je vois depuis tout à l'heure, assez sûre que cette manifestation va très bien se passer et y compris en termes d'image, donner beaucoup de monde dans les rues. Est-ce que ça marche? Parce que sur les retraites, ça n'a pas marché. Les manifestations? Ah bah non, puis les élections non plus d'ailleurs, donc on est... Ah bah t'es arrivée, maladie, vas-y, j'avais pas vu, désolée. Et bah tu veux répondre du coup là-dessus? Est-ce que ça marche de manifester? Non, parce que vous dites que ça fait des mois, voire des années que vous êtes en manifestation, mais en fait on a l'impression que ça sert un peu à rien. Non, mais vous posez une question qui est une question fondamentale de la séquence politique aujourd'hui, c'est que ça fait plusieurs années que les mobilisations, qu'elles soient des mobilisations électorales lors des élections, qu'elles soient des mobilisations sociales lors du mouvement des retraites, n'aboutissent pas à des débouchés politiques. Et une démocratie ne peut pas tenir longtemps comme ça. C'est la raison pour laquelle le 10 septembre a existé. Pourquoi les gens se mettent à essayer de trouver d'autres modes d'action qui peut-être peuvent répondre. C'est parce que les modes d'action au fond traditionnels et normalement légitimes dans une démocratie, qui sont le vote, les mobilisations syndicales et sociales, n'aboutissent pas. Et donc je crois qu'il faut que le Premier ministre aujourd'hui réalise le danger historique que constituerait le fait qu'une énième mobilisation sociale massive ne trouve pas de débouché politique. C'est pas une histoire de partisane, c'est pas une histoire politicienne, c'est vraiment une histoire profondément politique. Dans une démocratie fonctionnelle, les mobilisations sociales font partie de l'exercice légitime de la démocratie et on ne peut pas avoir pendant des années une intersyndicale unie sur des revendications communes, des mobilisations populaires massives auxquelles on répond uniquement le mépris. C'est profondément dangereux pour la suite des événements. Et je sais que c'est ce qui se passe. Alors après, Monsieur Lecornu est en train quand même de se prendre à son propre piège puisqu'il annonce une grande rupture. Il veut un dialogue moderne, donc on n'a pas très bien compris comment ça allait se concrétiser. Pour l'instant, un signal positif, si j'essaye d'être optimiste, un signal positif qui a été envoyé, c'est celui de recevoir les syndicats. Il nous a demandé à nous, au parti d'opposition, si ça nous dérangeait qu'ils voient les syndicats avant. On a dit, alors, pour une fois qu'on entend parler des corps intermédiaires depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, pas de problème, allez-y, be my guest. Donc il reçoit les syndicats. J'ai quand même entendu Marie-Lise Léon en ressortir de la CFDT en disant qu'elle était plus déterminée que jamais à manifester le 18, donc voilà. Mais je me dis qu'une fois qu'il a fait ça, s'il veut être cohérent et logique, il ne peut pas dire, ah bah du coup la manif j'entends pas, ça j'entends pas, c'est-à-dire qu'il va à un moment se retrouver pris à son propre piège. Est-ce qu'il va y arriver ou pas, c'est son problème. Moi quand on me demande quel compromis êtes-vous prêt à faire, etc., il se trouve que nous n'avons pas été nommés. C'est déjà un énorme compromis que d'ailleurs on n'a pas choisi. Donc maintenant qu'ils se sont autonomés pour la 3e fois de suite et qu'on a donc le 7e Premier ministre de droite d'un président qui était censé être ni de gauche ni de droite, bon bah on les regarde. On les regarde, on attend leur proposition avec grande impatience. Même Tondelier, l'intersyndicale est unie malgré ses différences. Et les partis politiques. La gauche est complètement explosée. Comment ça se fait? Alors, vous savez, l'intersyndicale, c'est bien la preuve qu'on peut avoir des opinions différentes, avoir même des fois des vrais hiatus conséquents sur des dossiers et manifester ensemble. Vous voyez ces syndicats, dont la CFDT et la CGT manifestaient ensemble aujourd'hui, comme vous verrez les partis politiques de gauche et écologistes manifester dans les mêmes cortèges. Et bien, ça me fait plaisir et je pense que ce sera pareil pour tous les partis de gauche et écolo. Et c'est cette photo-là que je me permets de retenir de la journée plutôt que la question que vous venez de poser, à laquelle je suis amenée à répondre tous les jours avec constance, cohérence, sourire et détermination. Et je pourrais recommencer demain si vous voulez. Non, mais on est arrivé à un niveau quand même d'insulte contre partis politiques qui est inédit. Je veux dire, on parle de indécent. Et indécent. Et indécent parce qu'à la fin, la politique, c'est pas une course de petits chevaux entre chefs de parti qui ont décidé de se monter le bourrichon et un partir par là, l'autre par là, et l'un entraînant l'autre dans une dialectique dangereuse et mortifère pour la gauche et les écolos. Il y a un an, nous avons fait l'impossible, c'est-à-dire nous unir et gagner ensemble. Et pourquoi on a fait l'impossible? Parce qu'on a eu ce réflexe, convaincu dans notre tête que si on ne le faisait pas, Jordan Bardella arriverait aux portes de Matignon. Nous sommes un peu plus d'un an plus tard.
Si quelqu'un parmi vous a un seul argument pour me dire que ce danger est moins gros aujourd'hui, alors qu'il me le donne. J'arrête pas de dire ça, j'en ai toujours pas eu un seul. Et donc, même contexte, même conséquence et seule solution, l'union. Merci. Bon courage!